36. La fin de vie. La relation des médecins avec la mort dans l'histoire. 36. 1. Le rôle du médecin devant la mort. Pour essayer de voir ce qui s'est passé autrefois, il nous faut donc faire des grilles d'interprétation de ce qui se passe aujourd'hui. Quand on se pose le problème de la relation des médecins avec la mort, la première question qui vient à l'esprit est « cela ne nous concerne pas ». Le médecin est là pour soigner le vivant, mais il n'est pas là pour s'occuper du mort. Le médecin est le spécialiste du vivant jusqu'à la mort exclue. À partir de la mort, on parle de personnes qui doivent s'occuper de l'individu. Dans la période antérieure, c'était quelque chose qui était très net. Dans les années 1730, il y a eu un édit royal pour obliger les médecins à faire venir les prêtres quand ils voyaient que leurs patients risquaient la mort. Et ils ne devaient pas les soigner avant de faire venir le prêtre. Un médecin est coupable, il a enfreint la loi s'il continue à soigner un patient qui risque de mourir alors que le prêtre n'est pas venu. La mort n'est pas un phénomène simple, c'est un phénomène complexe et il y a une part d'incertitude, il y a une confusion entre vie et mort. La mort peut être instantanée, mais peut être aussi un processus long, un processus de dégradation. Quand atteindra-t-on le point de non-retour? Quand le processus s'installe dans le temps, quand il y a une dégradation progressive, à partir de quel moment dit-on que la personne est morte? Il y a donc de nombreux cas où il y a ambiguïté sur la mort. Le médecin, qui est le spécialiste de la vie, va être appelé par des gens pour essayer de déterminer ce qu'il y a encore comme vie chez le souffrant. La population a pris l'habitude d'avoir recours pour déterminer si il y a encore des signes de vie. Au médecin de savoir si il y a encore des possibilités de survie. Le devoir d'un médecin dans un premier temps est de pouvoir dire si il est sûr que la personne va mourir et dans un deuxième temps si dans cet organisme toujours en vie on a la possibilité de repérer des signes, des caractères inéluctables de la mort. Dans tous ces cas, un problème ressurgit. Le médecin a, comme devoir dans le premier cas, de ne pas laisser la personne perdre la moindre chance de survie, de tout faire en œuvre pour sauver la personne. Et, dans le deuxième cas, le médecin doit se poser la question de l'acharnement thérapeutique. À partir de quelle limite soigner quelqu'un est plus inhumain que de laisser la personne mourir? Acharnement thérapeutique ou risque de perdre de chances de survie? Le médecin est souvent confronté à ces limites de la mort, qui ne sont pas des limites faciles à trancher. Dans un bon nombre de cas, il y a ambiguïté. Le médecin est donc le spécialiste qui va être appelé pour pouvoir intervenir, d'après sa formation, sur ce point-là. Le médecin a donc d'autres demandes qui sont faites par rapport à la mort. On va lui demander de venir certifier la mort de la personne et de confirmer la certitude de la mort de la personne. Cette demande au médecin est donc de vérifier et de confirmer la réalité de la mort. Est une demande essentielle qui est très importante. Aujourd'hui, la peur des gens, c'est de se retrouver dans un tombeau et de se réveiller après quelques jours et de mourir de claustrophobie. Mais n'oublions pas qu'il y a la chambre froide. Mais la réelle phobie, dans la première moitié du XXe siècle, comme on ne fait pas confiance aux médecins, était de craindre que le médecin prenne sur un cadavre tous les organes dont on aurait besoin pour une greffe, avant que la personne soit vraiment morte. Le fantasme le plus courant est donc la peur que le médecin se précipite pour avoir des organes encore en bon état de fonctionnement
et n'attendent pas vraiment la mort de la personne pour commencer à prendre des morceaux choisis qu'il va pouvoir utiliser. La personne peut être tenue artificiellement en vie par des perfusions, par des respirations artificielles qui font que les signes cliniques de la mort ne peuvent jamais apparaître. À ce moment-là, qu'est-ce qui justifie la prise des organes pour des greffes alors qu'il n'y a pas de signe habituel et reconnaissable de la mort? Une autre situation pour le médecin qui va rencontrer le problème de la mort, c'est celui des demandes qui sont faites au médecin de provoquer la mort. Bien sûr, on parle de la mort de manière légale, de manière tout à fait autorisée par la loi du pays, parfois par des manières détournées ou criminelles. Dans notre société, il y a le problème des interruptions de grossesse, les interventions sur le fœtus qui provoquent la mort du fœtus, et aussi le problème du condamné à mort dans certaines sociétés. Le médecin est là pour vérifier les injections que l'on va faire pour provoquer la mort du condamné. Il y a de plus en plus de problèmes posés par l'euthanasie. Les gens se posent des questions sur la mort que le médecin devrait provoquer. Voilà les cas les plus fréquents posés, les cas les plus officiels. Au moment des naissances, il y a des parents qui font comprendre aux médecins que s'acharner pour maintenir en vie, pour faire revenir dans la vie un enfant qui est déjà particulièrement mal formé, ce n'est peut-être pas la solution qu'ils souhaiteraient. Là aussi, le médecin ne doit pas être celui qui donne la vie à n'importe quel prix, mais il doit accepter la mort dans certaines conditions. Là aussi, il y a de la pression sur les médecins. Grand 2. Le problème de la mort du médecin. Le médecin, dans l'exercice de sa profession, peut rencontrer des risques vitaux. Ce n'est pas un métier sans risque. Professionnellement, il a la possibilité de rencontrer la mort. Ces dernières années, les risques étaient surtout pour ceux qui faisaient de la médecine à l'étranger et qui se retrouvaient dans des zones de combat où ils couraient les mêmes risques de blessures et de mort que les autres combattants. Mais depuis un certain temps, le problème apparaît avec certaines épidémies, le sida, l'hépatite, etc. On montre que le médecin en contact avec le patient peut être contaminé par celui-ci et peut donc être atteint d'une maladie grave, voire mortelle. Comment les médecins ont-ils réagi par rapport à ces risques de contamination? Celui qui donne la mort, celui qui distingue le vivant du mort, celui qui court le risque de sa propre mort dans son exercice professionnel. Voilà la définition d'un médecin. Mais le médecin de l'Antiquité ou le médecin du Moyen-Âge est bien souvent un lettré, celui qui a fait des études. Un médecin médiéval est quelqu'un qui ne touche pas le corps du malade. C'est quelqu'un qui connaît la maladie par les livres. Celui qui va toucher le malade, c'est soit le barbier, soit le chirurgien, qui ne sont pas des médecins. Le chirurgien est donc un barbier qui rase la barbe des gens et qui peut se spécialiser pour effectuer un certain nombre de petites interventions chirurgicales, voire des interventions assez importantes. Ce ne sont pas des médecins. Quand on parlera de médecins qui seront intervenus sur la mort dans l'histoire, nous parlerons aussi des barbiers chirurgiens, parce qu'ils accomplissent des actes qui font partie de la médecine. De même, par rapport aux accouchements, le travail des sages-femmes n'est pas exercé par des médecins. Dans l'Antiquité grecque, les hommes médecins ne connaissent pas le corps des femmes. Quand ils ont à les soigner, ils s'adressent à des femmes qui vont examiner la patiente et qui répètent ce qu'ils voient et qui répètent ce qu'elles voient.
Donc là aussi, il y a toute une partie du travail des médecins d'aujourd'hui qui était faite par d'autres personnes. Les femmes continueront à exercer ces activités par rapport à l'accouchement et par rapport à la contraception. Mais c'est à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque classique que les médecins universitaires vont éliminer, en accusant de sorcellerie, toutes les femmes qui exercent la médecine, pour avoir le champ libre et pour avoir accès à plus de patients, en évitant de cette manière des concurrentes. Premier problème, le médecin comme celui qui donne l'amour. Deuxième point, le médecin comme celui qui distingue le vivant du mort. Troisième point, dans l'histoire, exemple de problématique où le médecin est celui qui court le risque de sa propre mort. Dans l'Empire romain, il est tellement facile d'avoir du poison que l'on n'a pas besoin de s'adresser à quelqu'un de spécial qui manierait mieux les plantes, les produits, les médicaments. Il n'y a pas d'intérêt à s'adresser à un médecin pour avoir du poison pour se suicider soi-même ou pour éliminer quelqu'un. La plupart des gens n'ont pas besoin de s'adresser à un médecin et se débrouillent très bien tout seuls. Il y a des cas où les médecins sont coincés, parce que les médecins sont des employés. Ils font donc très souvent partie de la maison du Seigneur, et ce sont les médecins des empereurs. Leur marge de liberté est très faible. S'ils ne font pas ce que leur patron leur demande, ils seront éliminés. Un certain nombre de médecins sont arrivés à composer pour protéger au maximum ceux qui étaient condamnés à mort par des drogues. Certains ont réussi, non pas à refuser, mais à adoucir les souffrances de la personne qu'ils devaient aider à mourir. Mais dans beaucoup de cas, les médecins se sont fait exécuter. Il y a donc un problème très important de la liberté des médecins par rapport à ceux qui ont le pouvoir. On peut imaginer ce qui s'est passé au Moyen Âge à partir d'un texte qui constitue les Mémoires, le journal d'un bourgeois de Paris qui raconte un certain nombre de scènes. Exemple, à Paris, des personnes soupçonnent une femme d'adultère et le mari veut la punir. Il fait venir son barbier, le paye, car c'est son employé. Le barbier dépend donc de lui et il demande d'intervenir. Le mari lui dit de la torturer un peu. Le barbier fait chauffer le bras de la femme sur le feu. Et quand le bras est chauffé, il la fait saigner. Puis le mari oblige le barbier à faire chauffer l'autre bras et à le faire saigner à son tour. C'est une petite anecdote du XIVe siècle. Le médecin peut donc être celui qui donne la mort. D'autres exemples concernant des médecins extrêmement sévères dans leur travail de recherche médicale sont encore plus troublants. Le grand-duc de Toscane employait des médecins de Pise et quand il y avait des condamnés à mort, il disait « Prenez-en un chez vous, tuez-le et disséquez-le ». Il le tuait à sa manière et le disséquait ensuite. Exemple d'un condamné. Je lui fis avaler, alors qu'il avait une forte fièvre, 2 boules d'opium. Et un condamné à mort, qui parvient à échapper 2 fois à ses châtiments, vous lui coupez la tête, à la hache. Donc je lui donnai encore 2 boules d'opium. Il mourut, je le disséquai. Il avait étudié le cœur sur 2 sujets, dont le cœur battait encore. Des anatomistes ont même examiné des hommes vivants. Il y a même des anatomistes qui disséquaient à vif des criminels emprisonnés. Ce sont donc des actes de barbarisme. Il semble que l'intérêt porté à la recherche scientifique soit souvent passé en second plan. Ces pratiques de dissection
dans l'Antiquité et au Moyen Âge correspondent à la même appréhension que celle que suscite le problème des greffes aujourd'hui.